un type d'extrême droite, aux tendances fascistes, va être le ministre de la Sécurité intérieure. C'est exactement comme si, en France, vous donniez à Jean-Marie Le Pen de s'occuper des immigrés. Non, on ne discute pas avec les fascistes. On ne se pose pas la question de savoir s'ils auront la moitié du pouvoir sur la police ou la totalité du pouvoir sur la police. C'est un fasciste. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le professeur Ilan Grelsamer. Ilan, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Professeur en sciences politiques de l'université de Bar-Ilan, et on a besoin de votre éclairage justement à cette veille de Hanouka pour essayer de mieux comprendre en fait pourquoi tout le monde a l'air si inquiet de la formation de ce gouvernement qui se précise après un travail assez laborieux au niveau de la préparation de cette coalition gouvernementale. Pourquoi tout le monde a l'air si inquiet? Pourquoi le New York Times, même à New York aux États-Unis, eh bien, on a l'impression que la formation de ce gouvernement risque de sonner le glas de la démocratie israélienne? Non, je pense que c'est une tragédie. Et d'abord, une tragédie pour le Likoud, le parti de Menachem Begin. Qu'on se rappelle, Menachem Begin et ses options. Menachem Begin était un homme tout à fait légaliste qui tenait à avoir une Cour suprême puissante, qui a un respect vis-à-vis du conseiller juridique du gouvernement, vis-à-vis des tribunaux. Et tout ce que l'on voit ces derniers jours, ces dernières semaines, pour la constitution du nouveau gouvernement Netanyahou, va dans le sens inverse, va dans le sens d'une dépréciation de tous ces garde-fous, disons, qui sont essentiels dans toute démocratie. La démocratie se définit d'abord et avant tout par le fait que les droits du citoyen sont garantis par ces garde-fous. Il y en a beaucoup en Israël, et en Israël, c'est très important de sauvegarder ces juges, cette police, cette armée, etc., parce que nous n'avons pas de constitution. Israël est un pays sans constitution, sans loi supérieure, en quelque sorte. Mais apparemment, nous n'avons pas encore la composition de ce gouvernement et ses lignes directrices de façon précise, mais tout va dans le sens d'une dépréciation de toutes ces caractéristiques que l'on enseigne comme étant les bases de la démocratie israélienne. Alors, vous nous parliez de Menachem Begin. Le Likoud a changé depuis Menachem Begin, mais la Cour suprême, elle a également beaucoup changé depuis l'époque de Menachem Begin. J'ai pas besoin de vous rappeler qu'à l'époque de Menachem Begin, la Cour suprême faisait consensus. Elle ne s'immisçait pas dans les lois pour casser des lois du Parlement israélien. Et non, ce n'est pas comme ça. Mais nous vous parlez, non. Tout a changé. Premièrement, tout a changé. Ça, c'est sûr. Il y a eu la révolution de Aaron Barak. Mais je pense très certainement que si on venait, on disait, il faut faire des réformes, il faut faire des changements. Moi, je suis tout à fait d'accord. En particulier, vous voyez par exemple des sentences bien trop légères en ce qui concerne des gens qui ont fait des crimes sexuels et d'autres choses. Et on se demande souvent pourquoi les juges jugent de telle façon ou de telle autre. Et quand on vient et qu'on dit il faut faire des réformes bien pensées, des réformes auxquelles on a consacré peut-être du temps et du consensus aussi, oui. Je pense que c'est important et je serai tout à fait d'accord. Mais les gens sont inquiets parce que, d'abord, le Likoud, qui a eu 32 sièges, qui est le parti de gouvernement, en fait, a tout donné à ses partenaires, qui nous racontent pas des histoires avec, il nous reste 16 ministères du genre, tourisme, etc. Tout a été donné aux 4 partis partenaires. Je me permets de vous corriger, Ilan. Et vous parliez de la justice, vous parliez de la Cour suprême. Le ministère de la Justice va rester entre les mains du Likoud et il devrait être entre les mains de Yariv Levin. Et apparemment même... c'est terrible, parce que Yariv Levin, à l'intérieur du Likoud, représente la ligne la plus extrême
en matière judiciaire. C'est-à-dire qu'il faut tout changer, il faut supprimer les fonctions de ceci, de cela. Donc, c'est très inquiétant. Mais c'est pas rassurant. Encore plus inquiétant, c'est le fait que des ministères que l'on appelle en français des ministères régaliens, des ministères qui auraient dû, dans leur entièreté, rester au parti de gouvernement, au grand parti, ont été débités en morceaux. Il faut le dire à vos auditeurs. Oui. Le ministre, celui qui sera, je ne sais pas, celui ou celle qui sera ministre de l'Éducation nationale va se retrouver avec quasiment rien, avec un ministère rabougri, quand un homme du Moyen-Âge, du type David Maoz, prend les programmes extérieurs, mais pas seulement. On a vraiment débité des grands ministères en morceaux, tout ça pour satisfaire les partenaires. Et c'est l'erreur fondamentale de Netanyahou, parce que au lendemain de l'élection, il aurait dû dire à ses partenaires, qui n'ont d'ailleurs pas d'autre alternative que de faire un gouvernement avec le Likoud, il aurait dû leur dire, voilà, le Likoud garde dans leur entièreté des ministères qui sont fondamentaux pour le pays, et vous aurez, oui, un certain nombre de choses, mais vous êtes des partenaires mineurs du grand parti. Alors, or, c'est comme s'il avait tout distribué. Je peux aller dans votre sens, mais par rapport, je reviens surtout à l'aspect juridique. Pardon. On le voit, si c'est Yariv Levin qui devient ministre de la Justice, effectivement, il a l'intention d'instaurer une vaste réforme au niveau de la Cour suprême. Mais justement, on a le sentiment ces derniers jours que Yariv Levin, qui est devenu président de la Cour de la Knesset, eh bien, va rester à ce poste parce que, eh bien, justement, Binyamin Netanyahou ne veut pas aller aussi loin que lui. Paradoxalement, celui que vous critiquez, Binyamin Netanyahou, est celui Non, pas du tout. Et celui qui est apparemment le plus modéré par rapport à la Cour suprême. Le plus à gauche. Oui. Le plus à gauche de cette coalition. Non, pas du tout. L'histoire, c'est qu'il y a eu des coalitions, puisque Netanyahou a déjà été très longtemps Premier ministre, il y a eu des coalitions où il se situait justement plutôt dans la partie droite de la coalition. Par exemple, quand il était en coalition avec Benny Gantz. Mais aujourd'hui, c'est un peu un rempart de la démocratie face à des partenaires qui ont l'air complètement cinglés. Il faut le dire en français parce que le mot cinglé est bien connu de vos auditeurs. Oui, ces gens-là, des partis ultra-orthodoxes, de l'extrême droite, parce que c'est une extrême droite radicale, c'est Ben Gvir et c'est Smotrich, sont complètement cinglés. Et vous ne faites pas confiance à Binyamin Netanyahou de modérer justement cette partie de la coalition? Écoutez, confiance. Il m'a beaucoup étonné, Netanyahou, parce que nous le connaissons comme extrêmement habile, rusé, un politicien sûrement de premier plan, et la façon dont il a distribué pratiquement tout son stock à ces partis extrémistes fait penser qu'il a vieilli, qu'il est simplement plus tellement dans le coup. Il est, pour prendre une comparaison actuelle du football, il est comme Ronaldo, c'est-à-dire il a l'air, il y a un mot en hébreu que vos auditeurs connaissent, moutache, c'est-à-dire fatigué, et donc ma confiance dans sa ruse et son habileté légendaire s'est émoussée. Je vais vous poser une question, cher Daniel. Pourquoi a-t-il donné à ce Avi Maoz, qui représente un député d'un parti quasi inexistant, cette souveraineté sur les programmes extérieurs des écoles? Il n'avait pas besoin. Personne, Monsieur Maoz, n'aurait pas pu aller ailleurs
avec la gauche israélienne ou quoi. Mais parce que je vais vous répondre si vous me laissez peut-être, c'est que tout simplement il n'a véritablement pas donné de pouvoir à Avi Maoz, puisque Avi Maoz sera vice-ministre sous son autorité directe et qu'il ne pourra pas valider le moindre programme sans que Netanyahou le signe. Bon, ça c'est des histoires, mon cher Daniel. Quand vous donnez des pouvoirs, 2 milliards qui ont été garantis et la souveraineté sur un domaine, ne me racontez pas que le Premier ministre sera tous les matins, midi et soir à regarder ce que chacun fait dans son coin, etc. Non, sûrement. Alors, par contre, je veux revenir avec vous. Je veux revenir. Laissons Avi Maoz, peut-être qu'il ne mérite pas toute l'attention qu'on lui accorde. Daniel. Il doit être très content qu'on lui accorde autant d'attention avec son seul député. C'est une erreur. Mais il n'est qu'un député sur 120. Un député sur 120. Non, je vais vous dire l'erreur, là. C'est que, en fait, toutes les autres concessions qui ont été faites aux différents partis partenaires du Likoud n'ont pas vraiment éveillé dans le public un sentiment de révolte. C'est-à-dire que ça passe, finalement. Là, il y a eu une erreur parce que ce qui compte pour beaucoup de gens, y compris les gens du Likoud et les gens qui ont voté Likoud et qui sont des laïcs ou des traditionnels, disons, c'est qu'on touche à l'éducation de leurs enfants. C'est qu'il y ait quelqu'un aux idées anti-femmes, anti-homosexuels, etc., soit en charge d'une partie importante de l'éducation de leurs enfants. Et ça a révolté énormément de gens. Je reviens à l'aspect juridique, parce que ça me semble être aussi le plus important sur 2 points. D'abord sur le paradoxe. D'un côté, on dit que Binyamin Netanyahou prépare la fin de son procès, c'est-à-dire met en œuvre tous les moyens pour faire en sorte que son procès se termine par un non-lieu ou par une queue de poisson, en queue de poisson. Et d'un autre côté, finalement, on voit que c'est lui, comme vous le disiez à l'instant, qui est de facto l'élément le plus modéré au sein de cette coalition et que c'est lui qui freine toute réforme qui justement pourrait lui permettre peut-être de s'aborder son procès. C'est pas paradoxal ? Non, je pense pas que ce soit paradoxal du tout. Et il y a des mesures qui sont prises, comme par exemple la volonté de donner à ce délinquant qui s'appelle Arié Deri, qui a été condamné 2 fois, et la dernière pour fraude fiscale et qui risque d'être un jour ministre des Finances, ça ferait rire si ça ne faisait pas pleurer. Ça, ce sont des choses vulgaires, en quelque sorte. Netanyahou est beaucoup plus intelligent que cela. Pour l'instant, il se pose en défenseur de la démocratie et du système judiciaire, et on va voir. Mais quand même, tout le monde, je dirais tout le monde, sans aucune exception, sait qu'il veut la fin de son procès. Au fond, son idéal serait d'avoir la fin de son procès, en queue de poisson, comme vous dites, tout en restant un défenseur des institutions judiciaires et de la démocratie. Est-ce qu'il va arriver à combiner les deux ? Ça, nous allons le voir par la suite. Alors, une dernière question. Je suis très curieux de savoir. Une dernière question dans le même ordre d'idée qui se rapporte cette fois à Itamar Ben-Gvir. Là aussi, on crie à la violation de la démocratie, à la fin de la démocratie, de par le fait que le ministre, le préposé prochain ministre de la Sécurité nationale ou intérieure, Itamar Ben-Gvir, voudrait recevoir de manière plus officielle plus de pouvoir pour gérer son ministère, le ministère des Affaires de la Sécurité intérieure. Finalement, de facto, n'est-ce pas ce qui est concret, qui doit être fait et qui est fait dans plusieurs régimes démocratiques en Europe? Vous qui êtes professeur en sciences politiques, vous devez le savoir probablement. Dans d'autres pays, c'est le ministre de la Sécurité intérieure, le ministre de la police, qui détermine la politique de la police. Pourquoi y aurait-il un problème ici? Daniel, écoutez, regardez un peu de quoi vous parlez. C'est-à-dire qu'un type d'extrême droite, et disons-le aux tendances fascistes, va être le ministre de la Sécurité intérieure. C'est exactement comme si
en France, vous donniez à Jean-Marie Le Pen, le père de Marine Le Pen, de s'occuper des immigrés, Non, vous parlez de ça comme si c'était quelqu'un de bon voisinage, quelqu'un avec lequel on puisse dire non, on ne discute pas, Daniel, avec les fascistes. On ne se pose pas la question de savoir s'ils auront la moitié du pouvoir sur la police ou la totalité du pouvoir sur la police. C'est un fasciste. C'est quelque chose de tragique pour le Likoud de faire affaire à des gens comme cela, comme lui, comme Avi Maoz, etc. Et malheureusement, Menachem Begin doit se retourner dans sa tombe à l'heure qu'il est. Eh bien, on retombe sur Menachem Begin. On a commencé avec lui, on va terminer avec lui, avec Menachem Begin, en rappelant peut-être qu'à l'époque, une époque pas si lointaine, 40 ans, eh bien, Menachem Begin à l'époque avait déjà été accusé au moment où il avait été élu au pouvoir. Hein, vous étiez en Israël déjà, Ilan, il avait déjà été accusé d'être un va-t-en-guerre et finalement c'est lui qui a fait la paix. Peut-être qu'on peut. Non, Yitzhak Shamir sortait de l'Assemblée lorsque Kahana parlait. Oui. Et probablement, Menachem Begin et Yitzhak Shamir seraient sortis de l'Assemblée quand Itamar Ben-Gvir montait au podium. Donc, ne nous racontez pas d'histoire. Ce que fait Netanyahou aujourd'hui est quelque chose que ses prédécesseurs à la tête du Likoud n'auraient certainement pas fait. Eh bien, professeur Ilan Gretz-Samer, merci beaucoup. Ça a toujours été, comme d'habitude, ça a été très intéressant de discuter avec vous, d'avoir vos opinions. Merci beaucoup de les avoir partagées ce matin sur Radio Kalita. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.